Bonjour, Emmanuel Kessler, je suis journaliste à LCI. J'ai le plaisir de vous accompagner ce matin, de vous retrouver, car je me suis déjà trouvé dans cette assemblée du congrès de la FNSEA. C'est un plaisir parce qu'on le sent encore ce matin, vous êtes tous, vous êtes une salle vivante, réactive, et je ne doute pas que sur un sujet aussi passionnant et passionnel que l'Europe, vous aurez à cœur de réagir. Il y aura des micros qui vont circuler et il y a un hashtag Twitter où vous pouvez aussi poser vos questions. On va sortir un peu du champ de l'agriculture, mais vous verrez qu'elle restera très présente, et c'est évidemment le lien entre l'agriculture et le devenir de la France dans l'Europe qui est l'enjeu de ce débat. Quel avenir pour l'Union européenne? Du 22 au 25 mai, les habitants des 28 États membres de l'Union vont élire leurs représentants au Parlement européen, 759 députés, dont 74 Français. C'est la 8e élection de cette Chambre depuis sa création en 1979, mais évidemment, elle revêt une importance particulière parce que le Parlement va être investi de nouveaux pouvoirs, parce que l'ensemble des institutions européennes sont renouvelées, profondément renouvelées, et puis parce qu'on est dans un contexte économique. Ce sera le premier Parlement d'après ce qu'on a appelé la crise de l'euro, et de mise en œuvre aussi des réformes, dont celle de la politique agricole commune dont vous avez largement parlé. Alors, il faut se poser la question, quel avenir pour l'Union européenne qui suscite souvent de la défiance, mais est-ce qu'elle peut aussi susciter de la confiance et de l'envie d'aller plus loin? On va voir si ceux qui sont là ce matin vont pouvoir vous convaincre. On va en parler donc avec ceux qui vont me rejoindre tout de suite. Yves Madre, Jean-Dominique Giuliani, François Lafont et Jérôme Fourquet. Merci de me rejoindre, de prendre place, et il y a des micros pour vous, tout ce qu'il faut. On va débattre pendant une petite heure et demie. Encore une fois, on va vous laisser la parole pour poser vos questions. N'hésitez pas. Je sais que vous le faites toujours avec énergie et franchise, même quand les choses sont difficiles, mais c'est bien d'aller au fond des choses. Et vous voyez, il n'y a pas de politique, hein. On n'est pas là pour les petites phrases. C'est peut-être à cause des élections qu'il n'y a pas de ministre ce matin, mais au fond, peut-être ça va nous permettre d'aller plus loin et d'être très franc à la fois sur les obstacles et les atouts de l'Europe. Yves Madre, conseiller de Dacian Cioloș, commissaire européen à l'agriculture et au développement rural. Vous avez été auparavant représentant pour la France sur les questions agricoles à Bruxelles. Jean-Dominique Giuliani, d'ailleurs j'aurais dû commencer par vous en termes de proximité, puisque c'est Yves Madre qui est à côté. Vous êtes président de la Fondation Robert Schuman, qui est le plus ancien think tank, cercle de réflexion consacré à l'Europe, créé après la chute du mur de Berlin en 1989. Et on en reparlera. Vous publiez la semaine prochaine, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, articles, aux éditions Ligne de Repère, un livre qui s'intitule « Pourquoi et comment l'Europe restera le cœur du monde ». On verra si vous réussissez à nous en convaincre. François Lafont, directeur d'un autre think tank créé en 2002, Europa Nova, qui vise à promouvoir l'identité européenne, notamment auprès des jeunes. Vous êtes universitaire, spécialiste des questions européennes. Vous avez été conseiller de Jacques Delors au sein du think tank Notre Europe. Vous avez travaillé à Bruxelles, en Italie. Et puis Jérôme Fourquet, qui est un analyste de l'opinion, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. On va prendre un peu la température des Français sur les questions européennes et au lendemain du premier tour des municipales, parce qu'on est dans un contexte d'actualité particulier. Avant d'entrer dans le vif du débat, je vous propose d'écouter le message que vous adresse, parce qu'il aurait souhaité être là ce matin, mais il va vous l'expliquer. Ce sont vraiment des questions d'agenda indépendantes de sa volonté qui l'en empêche. Dacian Cioloș, qui est le commissaire européen à l'agriculture et au développement rural. On écoute son message et puis on débat avec vous tout de suite. Ça devrait démarrer. Ce sont les aléas du direct. La ligne avec Bruxelles, c'est toujours un peu compliqué. On verra si ça va le rester. On a toujours un peu de mal à être en phase, mais ça vient. Alors, est-ce qu'il arrive, monsieur Cioloș ? Sinon, on attend 5 minutes.
Ah oui, ça y est, vous en tirez des conclusions sur l'Europe, qui n'est pas en phase. Non, n'allez pas trop vite. Bon, on vous laisse caler la vidéo. Et à ce moment-là, peut-être on commence un petit peu par un point d'actualité avec Jérôme Fourquet, qui est un peu hors débat peut-être. Puis donc ça vous laisse 3-4 minutes peut-être pour recaler la vidéo. Jérôme Fourquet, on ne perd pas de vue qu'on vient de vivre le premier tour des élections municipales. Choc politique, prélude à un remaniement. Avant d'entrer sur les enjeux spécifiquement européens, est-ce qu'on peut regarder d'un peu près ce résultat municipal pour en tirer quelques conclusions en ce qui concerne l'expression du monde agricole et du monde rural? Alors, c'est un peu compliqué de tirer des conclusions sur le message politique qu'auraient voulu faire passer les agriculteurs à l'occasion de ces municipales, parce que comme bon nombre de gens dans cette salle, souvent dans vos communes rurales, il n'y avait qu'une liste en présence et qui la plupart du temps n'était pas forcément très étiquetée ou très marquée politiquement. Donc c'est assez compliqué d'analyser politiquement ce qui s'est passé, en tout cas au prisme du scrutin des municipales. Néanmoins, on avait eu des messages qui étaient passés de manière assez claire au moment de la présidentielle et qui risquent aussi, mais je crois que le débat va le montrer, d'être assez clair au moment des élections européennes. Mais globalement, si on regarde des régions qui sont quand même à forte dominante rurale, je pense à la Bretagne qui a été un des lieux d'expression du mécontentement agricole. Il y a eu des débats sur l'écotaxe, il y a eu des problèmes spécifiques sur l'élevage, sur les abattoirs, il y a eu l'affaire Doux. Est-ce que on peut tirer un certain nombre d'enseignements, par exemple, du vote dans ces régions? Est-ce que le vote protestataire, est-ce que l'abstention, alors que souvent les agriculteurs ont toujours été, je dirais, civiquement engagés, est-ce qu'il y a des lignes qui commencent à ressortir? Encore une fois, c'est assez compliqué, mais si on prend le cas de la Bretagne, et donc là on va quitter le strict vote agricole, vous parliez d'un vote protestataire. La Bretagne, historiquement, c'est pas une région qui vote fortement pour le Front National. Et là, on a observé que à Lorient, la liste du FN avait fait près de 15%. Ils ratent le maintien au second tour de très peu à Brest, ils font 9,8%. Ils font 17% à Fougères. Donc on voit que dans des zones qui étaient jusqu'à présent relativement hermétiques au vote Front National, y compris sur des scrutins municipaux, eh bien, on a un développement de ce vote qui traduit bien, toute une série de problèmes que vous avez mentionnés. Voilà. Est-ce qu'on a récupéré M. Ciolos? On refait une tentative? Tous et merci à votre congrès par l'intermédiaire de ces messages vidéo. J'aurais souhaité être parmi vous, mais je suis retenu à Bruxelles. Il ne reste plus que quelques réunions du collège avant les élections européennes du mois de mai. Ce sont les réunions qui sont l'équivalent de nos conseils de ministres ici à la Commission européenne. Et je ne pouvais pas faire l'impasse sur celle d'aujourd'hui, comme je l'ai expliqué à votre président Xavier Belin. Yves Madre prolongera cet échange en débattant avec vous au cours de la matinée. Mais permettez-moi de vous lancer désormais, par l'intermédiaire de cette vidéo, quelques messages et mon sentiment à ce stade de discussion et alimenter aussi un petit peu votre débat. L'Europe est au cœur de vos réflexions lors de ce congrès. C'est des circonstances à la veille des élections européennes, mais je voudrais vous encourager à aller plus loin, à continuer résolument à être des bâtisseurs de l'Europe de demain. Pas une Europe théorique, mais d'une Europe des hommes et des femmes qui veulent tracer l'ensemble, leur avenir, d'une Europe proche des réalités du terrain, votre terrain. C'est cette Europe que j'ai voulu bâtir avec vous au cours de ces 4 dernières années. Le monde agricole est un ciment de la société européenne. On a eu tendance à l'oublier au fil du temps. Je prends souvent l'exemple des fondations d'une maison. Parfois, parce qu'on le voit moins, certains ont tendance à en oublier
le rôle incontournable et essentiel de ce que ça veut dire une fondation. Puisque sans une fondation solide, aucun bâtiment ne peut se maintenir. L'agriculture, c'est précisément les fondations du développement des zones rurales en Europe. Sans agriculture, pas de développement durable envisageable. Mais l'agriculture, à travers l'alimentation notamment, devient incontournable aussi dans le débat de la société tout entière. Ceux qui penseraient que l'agriculture et la politique agricole commune s'est arrangée au titre de l'histoire, que c'est un chapitre passé de la construction européenne, cela se trompe lourdement. Oui, la politique agricole commune a été l'outil indispensable au développement économique de vos filières et de vos régions. Mais c'est une histoire qui continue à s'écrire avec force chaque jour et qui conditionne l'avenir des régions rurales de toute l'Europe. C'est pour cela que la PAC s'est continuellement adaptée et devra continuer à le faire. On reproche souvent à l'Europe d'être lointaine, de manquer du concret. Pour le coup, avec la politique agricole commune, nous avons du concret. Nous avons une politique structurante avec des objectifs, avec un budget, avec une capacité d'orientation et des décisions d'ampleur communautaire, avec un impact direct sur l'alimentation, sur la vie économique de nos territoires ruraux, sur la gestion des ressources. Je ne vais pas vous retracer maintenant les grandes lignes de la réforme. Vous êtes parfaitement au courant. Je souhaite juste vous remercier tous pour le rôle constructif que vous avez joué dès le départ dans ce processus. Et je vous encourage à vous approprier cette nouvelle politique agricole commune, l'ensemble de ces nouveaux instruments, que ce soit par exemple les nouvelles possibilités en matière d'organisation ou les outils de gestion des aléas des marchés dont malheureusement nous avons moins parlé dans l'espace public ces derniers temps après l'adoption de la réforme. J'en suis sûr que ces mesures seront à l'avenir le point de départ pour une nouvelle manière d'envisager votre relation avec le marché. Mais je souhaite surtout vous appeler à être plus que des pionniers, à être des précurseurs du projet européen. Car être des pionniers, vous l'êtes déjà, et c'est un fait acquis. Être des précurseurs, c'est un défi, et ce n'est pas un état de fait. Il y a ceux qui se projettent dans l'avenir résolument, qui veulent l'écrire, et ceux qui le vivent plus passivement, voire qui ont à la fin le sentiment même de le subir. Dans une Europe à 28 États membres, dans un monde où l'agriculture est au centre de nombreux défis, l'alimentation, le changement climatique, la biodiversité, l'énergie, il est essentiel que les agriculteurs soient mobilisés à travers le travail quotidien dans les exploitations, mais aussi présents dans le débat. Les territoires ruraux doivent être présents dans le débat européen et être force de proposition. C'est à vous de montrer ce que veut dire une Europe diverse qui doit être acceptée telle qu'elle est en réalité par les politiques qui parlent de l'Europe. Pour moi, plus d'Europe veut dire tout d'abord plus de réalisme dans la manière de faire l'Europe. Et c'est ma conception de l'Europe, une Europe qui appartient aux citoyens bâtisseurs. C'est pourquoi, dès mon arrivée en 2010, je n'ai pas voulu écrire de Bruxelles, comme on le dit souvent, une nouvelle page de notre histoire agricole européenne, mais vous vous rappelez, j'ai lancé immédiatement un débat public pour que vous, les agriculteurs, les citoyens, soyez impliqués dès le début dans l'élaboration de ce nouveau chapitre de l'Union européenne. La méthode était nouvelle, elle a dérouté certains, mais elle a porté ses fruits. Une politique agricole commune confortée dans son budget, une PAC votée à l'unanimité des États membres et une très forte majorité au Parlement européen, mais surtout une PAC et une agriculture qui ont retrouvé légitimité et soutien de la société européenne, et c'est dans tous les États membres. Aujourd'hui, selon le dernier sondage que nous avons fait, ce sont 91% des citoyens européens qui reconnaissent la nécessité d'avoir une politique européenne forte d'appui au secteur agricole. Plus de 3 Européens sur 4 qui estiment aussi que la PAC bénéficie à l'ensemble de la société et pas seulement aux agriculteurs. Si vous me passez l'expression, on revient de loin. Travailler en amont avec les acteurs de tous les jours
oser explorer hors des sentiers battus, c'est absolument fondamental si nous voulons maintenir une stratégie globale pour le secteur agricole et alimentaire européen. Nous ne pouvons pas avoir d'un côté ceux qui réfléchissent à l'économie et de l'autre ceux qui s'intéressent qu'à l'environnement, au commerce, au bien-être animal, au développement territorial. Il faut porter un projet cohérent au niveau européen et au niveau global pour notre agriculture et notre alimentation vue dans ce contexte global de problématiques qui touchent à l'activité agricole. Le verdissement et la gestion des risques sont une illustration de cette volonté de mettre en œuvre une dynamique positive tant sur le plan des ressources naturelles que des ressources économiques à long terme pour vos exploitations et d'intégrer les problématiques sociétales générales dans une logique propre à votre secteur. Je souhaite que leur mise en œuvre fasse l'objet d'un suivi. Le verdissement, par exemple, doit être un outil en faveur du développement économique durable de l'agriculture et des régions rurales. Cela doit être un instrument de reconnaissance par la société du travail dont le marché ne vous rémunère pas et non pas plus de normes à subir par les secteurs. Cela ne doit pas devenir un monstre administratif et cela, les choix que les États membres feront pour sa mise en œuvre seront regardés attentivement. Dans une Europe de plus en plus urbaine et de plus en plus diverse, avec 28 États membres, les projets européens, les politiques européennes doivent avoir la capacité à parler à l'ensemble de la société et à viser l'excellence dans les secteurs dont elles ont la charge. Cela suppose certes l'engagement résolu et constructif du Conseil des chefs d'État, des conseils des ministres et du Parlement européen. Mais cela implique surtout l'engagement résolu de chacun de nous. L'Europe en agriculture, c'est un développement sans précédent qui n'aurait pas existé sans. C'est aussi la condition d'un développement futur porté par un marché unique réel, par la volonté de mettre nos moyens en commun pour plus d'efficacité. Si on entend parfois que de la concurrence des voisins que semble venir le problème, ou bien de Bruxelles que semblent tomber les exigences, le repli local au national n'est pas la solution. Il faut au contraire s'investir, être audacieux et faire en sorte que nous trouvions des solutions adaptées à un monde ouvert, un monde de pays continents et de puissances agricoles émergentes. Pour cela, je suis convaincu que le seul niveau viable est le niveau européen, avec des flexibilités nécessaires pour prendre en compte la réalité qui est la diversité européenne. Cette diversité n'est pas une faiblesse, mais c'est un atout. Et ici, vous avez la tâche de faire comprendre à ceux qui parlent de l'Europe des bureaux que sa réalité doit être comprise sur le terrain avec les gens. L'essai de la politique agricole commune, le commun, a beaucoup d'avenir. Personne ne trouvera de vraies solutions dans un coin pour lui seul. À nous ensemble de générer les outils économiques, environnementaux, territoriaux pour développer notre agriculture et de régénérer nos politiques. À nous de définir notre avenir pour le vivre et non pas de le subir. Il nous revient d'être des forces de proposition et d'être proactifs. Dans un monde ouvert, le temps semble s'être accéléré. Mais si l'on veut être maître de son navire sur un fleuve à fort courant, il n'y a qu'une solution, aller plus vite que le courant. C'est à ce que je souhaite que nous travaillions pour le développement de nos filières et des territoires. Je vous souhaite donc un bon congrès, une réflexion fructueuse. Je vais aussi saisir cette occasion pour dire quelques mots de Jean-Michel Lemétier. C'est en effet le premier congrès sans lui. Je sais qu'il a beaucoup compté pour vous, mais je vous dire qu'il a aussi compté pour moi. L'été dernier et aujourd'hui encore, je partage votre tristesse de ne pas le savoir parmi vous. C'est une figure européenne, un précurseur, lui comme Raymond Lacombe. Et je crois que nous pouvons beaucoup apprendre de leur capacité de mobilisation, de leur capacité à mobiliser les énergies et à les faire partager au-delà du monde agricole. Merci et bon congrès.
Voilà, message de Dacian Ciolos, qui est encore commissaire européen à l'agriculture. Peut-être vous allez le regretter, et notamment son français absolument irréprochable et remarquable. Alors, je me tourne vers Jérôme Fourquet pour rebondir tout de suite, au-delà de l'agriculture et d'une vision pleine d'espoir, demandant à chacun d'être actif pour faire avancer l'Europe, exprimée par Dacian Ciolos. Est-ce que les Français ont vraiment la volonté d'être, je reprends son expression, les bâtisseurs de l'Europe de demain? Est-ce que ce qui s'exprime dans les urnes, dimanche dernier, dimanche prochain, ce qui va s'exprimer au mois de juin à travers les élections européennes, c'est pas davantage un rejet de l'Europe qui serait devenue, là aussi j'emploie une de ces expressions, un monstre administratif responsable de beaucoup de nos maux? Alors, quand on interroge les Français sur l'Europe, le moins qu'on puisse dire, c'est que les réponses sont assez nettes et tranchées, qu'aujourd'hui, le mécontentement et la défiance prévalent très largement. Néanmoins, quand on gratte un petit peu, qu'on descend au-delà de la surface, quand on rentre dans le fond des choses, on s'aperçoit que nos concitoyens sont un peu pris dans une tension un petit peu paradoxale ou contradictoire concernant l'Europe, et que cela s'est renforcé avec la crise économique. D'un côté, cette crise économique, elle a mis en lumière encore davantage que par le passé le bienfait de l'adage qui est un petit peu, commissaire européen parlait des fondations tout à l'heure, qui est un petit peu au fondement de la construction européenne, c'est le principe l'union fait la force. Puisque quand on interroge nos concitoyens, et vous devez aussi sans doute en parler autour de vous, beaucoup de gens se disent que, certes, la crise qu'on a appelée crise de l'euro, eh bien, ça a coûté à la France. On a été mis à contribution pour venir en aide à des pays du sud de l'Europe. Mais en même temps, on se dit que, vu la puissance et la violence de la crise, eh bien, sans l'Europe, peut-être que la France, et sûrement même que la France aurait été balayée et aurait été beaucoup plus en difficulté qu'elle ne l'est encore actuellement. Donc la crise, paradoxalement, renforce cette idée selon laquelle l'union fait la force et donc, quelque part, apporte de l'eau au moulin de la construction européenne. Mais dans le même temps, cette crise, elle a été baptisée très rapidement crise de l'euro, et elle a été vécue comme ça, et elle a donné à voir toutes les malfaçons, tous les vices de construction qui se sont accumulés dans l'édifice européen, avec ces multiples sommets de la dernière chance. À chaque fois, on était sur le fil du rasoir, on ne savait pas si l'Europe survivrait au lendemain de telle ou telle réunion. On s'est aperçu également, à l'aune de cette crise, que sans doute la construction européenne et les processus d'élargissement successifs avaient été menés peut-être trop rapidement et que, quelque part, nous étions maintenant emprisonnés dans une espèce de machine folle qui a du mal à être dirigée, puisqu'on est 28 maintenant, qui compte des niveaux de développement économique très différents et qui ne permet pas justement de faire des politiques toujours très adaptées et très réactives. Et qui ne donne pas l'impression d'avoir apporté de la croissance et de l'emploi. Il n'y a qu'à voir les chiffres d'hier. Exactement. Même s'il y a une responsabilité nationale à tout cela également. Enfin, mais on l'avait vendu un peu l'Europe en disant, souvenez-vous, ce qu'on appelait la stratégie de Lisbonne, faire de la croissance, de l'innovation, tout ça, ça va être formidable pour tout le monde. Voilà. C'est pas le ressenti. C'est pas du tout le ressenti. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que les promesses ou les rêves ne sont pas au rendez-vous. Et donc, il y a une certaine colère qui s'exprime vis-à-vis de la construction européenne, avec en même temps une résignation. Parce que certains sont tentés de renverser la table, comme on dit, de tout envoyer balader, voire de sortir. Mais une large majorité de nos concitoyens, même s'ils sont en colère, ils trouvent que le compte n'y est pas. Ils estiment dans le même temps qu'il est aujourd'hui impossible de sauter d'un train en marche et qu'il faut essayer de faire avec. Et donc c'est Encore faut-il qu'il y ait un conducteur dans le train et qu'on sache où il va. Exactement, exactement. Ouais. Donc on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire tension contradictoire. Sans l'Europe, la crise nous aurait balayé. En même temps, cette Europe-là, telle qu'elle fonctionne, eh bien, on voit bien que c'est très compliqué, que c'est de plus en plus lourd, que c'est un coût. Et les promesses qui nous avaient été vendues sont loin d'être au rendez-vous, ce qui suscite colère et exaspération, notamment dans le monde rural. Il faut être clair, il n'y a pas de majorité aujourd'hui, c'est une proposition d'un camp politique.
pour sortir de Français qui estiment qu'il faut sortir de la monnaie unique, sortir de l'euro? Alors, typiquement sur une question comme celle-là, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ouais. On a environ, selon les périodes, environ un tiers à 40% des Français qui seraient favorables à la sortie de l'euro. Alors on peut se dire qu'Cocorico, c'est pas mal. Ça fait quand même 60%, 65% qui sont contre. Mais vous voyez que la quasi-totalité du monde politique, la quasi-totalité du monde médiatique, des décideurs économiques, vous disent que ce serait une folie de sortir de l'euro. Alors on peut se dire, bon, ils sont quand même encore un petit peu entendus. Il y a 2 Français sur 3 qui n'en veulent pas de cette solution-là. Mais il y en a quand même 1 sur 3 qui le veut. Et quand on regarde dans le détail... Parce que justement, ce monde des décideurs, etc., il suscite de plus en plus de défiance. Donc... Ben oui, et donc ouais. on a vu ce que ça donnait la dernière fois au moment du référendum constitutionnel en 2005. Et quand on revient sur cette question de la sortie de l'euro, donc c'est 1 Français sur 3 qui dit pourquoi pas. Et quand on regarde dans le détail, c'est 1 ouvrier sur 2, par exemple. Donc les populations les plus fragilisées, celles entre guillemets qui n'ont rien à perdre, se disent pourquoi pas tenter. Et les agriculteurs? Et les agriculteurs, ils sont assez aussi tentés par cette option-là, mais à un niveau moindre que les ouvriers. Alors justement, on la ressent, cette colère vis-à-vis de l'Europe, même si, encore une fois, vous nous dites que majoritairement, le scénario d'un... On fait tout, j'allais dire tout péter vulgairement, on s'en va, n'est pas retenu par les Français. Les Français sentent bien qu'on est dans un élan et qu'on ne peut pas le quitter, ce que vous n'avez pas dit sur le train en marche. Mais il y a une colère, vous l'avez dit. Et quand on parlait avec vous, Jean-Dominique Giuliani, avant ce débat, vous dites, mais moi aussi je suis en colère, mais j'imagine pas pour les mêmes raisons, parce que vous êtes justement quelqu'un qui depuis 20 ans gardez votre confiance dans l'Europe. Oh, moi je suis en colère parce que j'en ai ras-le-bol d'entendre ce pessimisme, de ne pas être fier de ce qu'on a fait, de ne pas se retrousser les manches pour regarder l'avenir. Quand je vois le monde aujourd'hui, et vous le connaissez, vous le connaissez, vous le savez, vous êtes des exportateurs, vous êtes des gens qui connaissez l'Europe mieux que les autres Français, parce que vous êtes dans la première politique européenne et vraiment européenne, vous connaissez ses défauts, vous connaissez aussi ses qualités. Et quand on compare avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ben moi je n'hésite pas à dire que nous vivons en Europe dans un continent de cocagne. Nous sommes privilégiés. Nous avons tous les atouts pour rester une des 3 plus grandes puissances du monde à la fin de ce siècle. Et qu'il n'y a aucune raison, et spécialement les Français, que nous soyons pessimistes, déclinistes. Alors oui, le déclin, le pessimisme, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai écouté, je partage d'ailleurs ce point de vue, l'excès de réglementation, les modes vertes, roses qui passent, oui, ras-le-bol, ça c'est vrai. D'accord, mais il n'y a aucune raison, quand on regarde le paysage européen aujourd'hui, de penser que nous sommes en déclin, nous représentons 7% de la population, 30% de la production mondiale. Il y a encore une petite marge avant que nous soyons dépassés par ceux dont seuls les yeux sont bridés. Et c'est vrai qu'il ne faut pas nous brider notre envie de faire, notre envie de produire. Et puisque j'ai la chance d'être ici devant des représentants des producteurs, c'est-à-dire des gens qui fabriquent, des gens qui exportent, des gens qui créent quelque chose, moi je sais qu'ils peuvent partager cet optimisme. Parce que si ça n'avait pas été le cas, l'agriculture française, quand on la compare à ce qu'elle était il y a 40 ans, elle ne serait pas aujourd'hui un des plus grands succès de la France, de notre pays, et c'est pareil au niveau européen. Alors, il faut arrêter ce pessimisme permanent de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, mais justement en 2014, et c'est l'occasion de corriger tout ce qui ne va pas, ou du moins de commencer à corriger tout ce qui ne va pas au niveau européen. Toutes les institutions vont être renouvelées. Le 25 mai, il y a des élections européennes. Je vois mon ami Alain Lamassoure, qui est un député européen exemplaire, qui est de chez vous, ici, dans les Pyrénées-Atlantiques, et qui est un député européen qui compte. Eh bien, il peut vous dire combien le Parlement européen, désormais, c'est là que se déterminent les règles, notamment pour l'agriculture, mais pas uniquement les règles de l'avenir. Il n'y a pas de raison supplémentaire de rajouter une couche nationale
de réglementation. C'est au niveau européen, au niveau du continent qu'on peut seul compter au niveau du monde. Et donc, je pense que là, on va déjà avoir l'occasion de dire ce qu'on pense. Ensuite, il y a la Commission européenne qui va être renouvelée, une partie du Conseil, toutes les institutions. Et donc, 2014, c'est une année très importante. Et j'ai l'impression que la France va encore financer, cultiver ce sentiment du déclin, etc., alors que c'est justement le moment ou jamais de s'engager pour dire ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est voter pour des gens qui vont défendre vos intérêts, qui vont faire des choses intelligentes au niveau européen, à Strasbourg ou à Bruxelles. Moi, j'y crois, et je crois qu'à la fin de ce siècle, grâce à une Europe active, engagée, et qui ne peut pas exister sans une France qui parle au niveau européen, qui existe et qui pèse, c'est-à-dire une France positive, eh bien, si nous ne faisons pas ça, alors là, oui, pour le coup, nous allons prendre le chemin du déclin. Mais comment convaincre Jean-Dominique Giuliani que l'Europe peut quelque chose pour la croissance, pour l'emploi? Ça fait 10 ans, 20 ans qu'on le dit, ça n'est pas le cas, on constate l'inverse, c'est-à-dire une croissance qui est à la traîne, une montée du chômage à peu près inexorable dans toute l'Europe. Et pour l'agriculture, peut-être la PAC a sauvé un modèle pour les agriculteurs français, mais à quel point a-t-il fallu se battre pour conserver l'identité qualitative de l'agriculture française? Vous croyez que c'est l'Europe qui plombe la croissance? C'est très curieux parce que moi je vois que... Vous croyez que c'est l'Europe qui crée le chômage en France, par exemple? C'est curieux, nos voisins allemands ont 2 fois moins de chômeurs. Je ne pense pas que ce soit la politique européenne. C'est la politique française. Mais peut-être que leur croissance se fait au détriment de pays du Sud, où le chômage a explosé, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la France qui est un peu entre les deux. Quand on gère mal, quand on s'endette, on le paye un jour. Ouais. Alors c'est douloureux, socialement, mais en Europe, on est solidaire. On accepte de payer, mais à condition que les disciplines soient acceptées. Et à condition, et je pense que c'est une leçon que la France devrait apprendre. Le chômage et la situation économique française, qui me préoccupe énormément, je le dis comme je le pense, je constate qu'il y a un décrochage vis-à-vis de l'Allemagne, qui m'inquiète beaucoup. Parce que quand la France et l'Allemagne sont à peu près au même niveau et que leur économie marche aussi bien l'une que l'autre, eh ben l'Europe avance. Ce n'est plus le cas. Et ça, c'est très préoccupant. Et c'est ça aussi qu'il faut dire dans les élections européennes. Il faut le dire clairement. Il faut dire à nos dirigeants, à nos hommes politiques, il faut se réengager dans l'Europe, que la France doit parler en Europe, que la France doit parler avec l'Allemagne en Europe. Nous sommes solidaires dans la difficulté, comme quand ça marche. Et ce n'est pas l'Europe qui est la cause de nos difficultés, ce serait plutôt l'inverse. Alors justement, peut-être pour donner la parole à votre voisin, Yves Madre, conseiller, je rappelle, de Dacian Cioloș, on va enchaîner tout de suite avec une question qui nous est arrivée sur Twitter. Et pour prolonger ce que vient de dire Jean-Dominique Giuliani, peut-être sur un autre biais, mais une critique qui est souvent adressée, est-ce qu'une Europe de techniciens est une Europe qui peut faire rêver? C'est une question qui vient de nous arriver. C'est ça aussi, cette Europe monstre administratif, bureaucratique, dont vous êtes peut-être un des représentants. Allez, j'essaie d'être méchant, mais c'est pour vous pousser. Peut-être, qui sait, mais ce sera à vous de juger. Ce qui nous a frappé, effectivement, c'est... le commissaire en a parlé de ça. L'Europe, c'est pas Bruxelles. Alors, ce qui fait mal à l'Europe, honnêtement, c'est ses réflexions. Bruxelles a fait. A bien fait ou a mal fait, peu importe d'ailleurs. Bruxelles, c'est quoi Bruxelles, au fait? Un espèce d'ectoplasme qui saurait tout spontanément parce qu'on entrerait à Bruxelles et puis on aurait le savoir infus qui nous tombe dessus. Moi, je suis entré à Bruxelles pour rejoindre le commissaire en venant de l'administration française. Je n'ai pas eu le sentiment d'avoir le savoir infus, dommage, à me tomber dessus. Bon, l'Europe, c'est chacun de nous. Alors, soit on s'investit dedans et on veut la réinventer, et on veut écrire l'Europe, mais pas une Europe avec des grandes idées, comme on mentionnait tout à l'heure, des grandes idées complètement théoriques qu'on verra peut-être un jour à réaliser, c'est pas du tout sûr, mais une Europe concrète. Une Europe, et là je pense que la PAC précisément, a des choses à apprendre aux autres
politique qu'on voudrait mener aux chefs d'État, de gouvernement, aux parlementaires qui voudraient façonner une Europe des citoyens, une Europe concrète. Vous pensez que la PAC, ce qui s'est passé sur l'agriculture, est une forme de modèle dans l'approche, dans la méthode? Je pense que ce qu'on a vécu depuis 4 ans est un vrai modèle dans la méthode si on veut avoir des citoyens qui se sentent plus proches de l'Europe et des citoyens qui font l'Europe. Le commissaire le mentionnait tout à l'heure, il a choisi d'inverser le processus, de ne pas se mettre dans un bureau en se disant « bon, allez, je vais faire quelque chose de très intelligent qui va plaire à tout le monde et puis après on portera le débat ». Non, de faire l'inverse, d'écouter les personnes, de poser les problématiques et ensuite de proposer des solutions en intégrant ce que chacun, la nourriture que chacun a apportée. C'est la seule méthode de construire l'Europe. L'Europe, c'est chaque individu, c'est chaque formation. Alors on va me dire, c'est l'Europe du lobbying. Non, c'est une Europe intelligente qui se nourrit de l'intelligence de chacun. Ouais. C'est très différent. Et ce qui me frappe actuellement en France, quand on regarde les autres États membres, c'est 2 composantes, si je puis me permettre. Il y a un élément qui est la morosité ambiante. 10%, quand on interroge en France, simplement 10% des citoyens estiment que demain, la vie sera plus facile qu'aujourd'hui. 10, on est simplement en fin de peloton des 28 États membres. Et voilà, hein, vous dites par rapport... Derrière les Afghans, derrière les Afghans. Et le deuxième élément, c'est... Mais pas les agriculteurs, parce que là j'ai un tweet, positive attitude, construisons une Europe dynamique avec des agriculteurs performants, ambitieux, entreprenants. Exactement, voilà. Et c'est pour ça que je pense que la PAC est un modèle. Et le deuxième point, c'est le sentiment d'éloignement du citoyen français. Et ça se trouve pas ailleurs non plus. Il y a des attentes extrêmement fortes en termes d'emploi, que l'Europe apporte des réponses en termes d'emploi, d'inégalité sociale, de dette, de croissance. J'ai juste une question. Est-ce que les gouvernements des États membres, des 28, ont décidé de confier, d'avoir des politiques communes en termes d'emploi? Ben non. Donc on est en train d'attendre de l'Europe des choses que l'Europe aujourd'hui ne peut pas faire. Et c'est un vrai problème. Oui, on va y revenir parce que finalement on voit qu'il y a des domaines où ils ne veulent pas partager leur souveraineté. Donc il nous faut communément, et là pour la PAC, je pense qu'on est dans la bonne voie, réinventer, construire l'Europe, mais pas construire l'Europe d'en haut pour que ça arrive vers le bas, construire l'Europe pour remonter un projet européen ensemble. Et c'est une méthode qui devrait faire tache d'huile sur les autres, à mon sens. Ouais. Donc vous dites, prenons ce qui s'est passé sur l'agriculture comme un modèle pour aller peut-être plus loin dans d'autres domaines. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, hein, non, mais sinon, il y a des enseignements. Il y a des enseignements à en tirer. François Lafont, qui ne s'est pas encore exprimé, il y a une question là qui peut-être vous permettre de rebondir en réagissant aussi à ce qu'ont dit vos collègues. Y a-t-il une Europe de gauche et une Europe de droite ? C'est une très bonne question. C'est sur la politisation, ou en tout cas le côté partisan de la Commission européenne notamment. Je vais y revenir, mais je voudrais juste d'abord remercier la FNSEA et son président pour organiser une table ronde sur l'Europe. C'est courageux. C'est pas courageux, c'est utile. Utile d'abord parce que les Français savent parfaitement que la politique agricole commune, comme ça a été mentionné, est une des premières politiques communautaires. Mais il faut savoir qu'il n'y en a que 3 ou 4. Il y a la politique agricole commune, il y a la politique du commerce extérieur, il y a la politique de la concurrence et depuis peu la politique monétaire. Tout le reste, ce sont des compétences partagées. Donc la politique agricole commune, ça a été effectivement une politique précurseuse. Premier élément. Deuxième élément, en termes d'argent, n'oublions pas que le budget de l'Union européenne, c'est 1% de la richesse des 28 États membres. Et la politique agricole a été... Je ne vais pas refaire l'historique, mais au début, quasiment 80%, a représenté 80% de ce budget, est actuellement à 40%. Ce qui veut dire que... Ça diminue. Et ça va peut-être diminuer encore, je crois. C'est la réforme de la politique agricole commune, parce qu'il y a un certain nombre d'États, qui ne sont pas forcément des États aussi puissants que la France en termes d'agriculture, ont considéré que l'Europe, c'était aussi d'autres dimensions. Et c'est tout à l'honneur de l'agriculture française d'avoir accepté, parfois difficilement, mais d'avoir accepté cette transformation. Parce que l'Union européenne ne peut pas consacrer uniquement 40% de son budget à l'agriculture. Il y a 37% qui concerne toute la solidarité, fonds structurels, fonds sociaux.
Et vous imaginez que tout le reste, c'est-à-dire 25-30%, c'est pour la compétitivité, c'est pour l'économie, ce qu'on a dit, c'est éventuellement pour l'éducation, la recherche, c'est pour l'influence de l'Europe dans le monde avec des ambassades qui petit à petit prennent le rôle des ambassades de chaque État membre. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une évolution de l'Union européenne et que l'agriculture française est un élément essentiel de cette transformation, de cette acceptation. Deuxième élément, pour essayer de répondre aussi à la question au tweet. Je partage l'optimisme de Jean-Dominique Giuliani sur, effectivement, on est dans le sens de l'histoire. L'Europe, c'est notre futur, c'est le futur de nos enfants. Et il faudrait être fou pour ne pas s'en rendre compte. Simplement, il y a aussi un certain nombre de questions et de défis à relever encore. Et je vais peut-être être un petit peu critique avec nos hommes politiques, mais c'est de la responsabilité de nos hommes politiques qu'il est question actuellement. Et ceux-ci n'ont pas joué leur rôle. Je voudrais saluer l'intervention du commissaire européen dans un excellent français, d'une clarté extraordinaire, bien meilleure que la plupart de nos hommes politiques nationaux qui essayent de nous expliquer ce que c'est que l'Europe ou de nous raconter des histoires sur l'Europe. Il faut que nos hommes politiques soient un peu plus courageux. Pourquoi ils ne l'ont pas été ? Une raison principale, c'est parce que dans les deux principaux partis politiques français depuis 20 ans, la question européenne divise. Donc quand ça divise, on n'en parle pas, parce qu'on n'a pas envie de montrer à son adversaire qu'on est divisé. Résultat des courses, 20 ans après, on a une absence de pédagogie et de connaissance de l'intégration européenne. Et c'est un petit peu dommage. Vous voulez que je réponde sur la politisation ? Je vais vous répondre. Le 25 mai, vous allez élire vos députés européens. C'est important. C'est important parce que d'abord, le prochain Parlement va exercer des pouvoirs encore plus importants que la précédente législature, les précédents parlementaires européens. Deuxièmement, parce que ces parlementaires européens, ou la majorité qui s'en dégagera, va avoir la possibilité d'indiquer un candidat pour la présidence de la Commission. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de politisation éventuelle de la Commission européenne. Et donc, il y aura un effet immédiat de votre action. C'est-à-dire, en fonction de votre vote, vous allez envoyer quelqu'un qui dira « moi, je préfère le candidat Juncker à la présidence de la Commission, ou le candidat Schulz, ou le candidat Verhofstadt, ou un autre candidat à la Commission. » Ça ne sera pas comme ça, parce qu'au Parlement européen, il n'y aura pas de majorité. Ça va être quelque chose de discuté, négocié. Mais en tout cas, c'est l'esprit. C'est-à-dire faire en sorte que l'Union européenne, et la Commission notamment, soient incarnées de façon un petit peu plus politique. Ouais. L'Europe aura un numéro de téléphone, comme disait... Il y en a plusieurs en fonction des langues, oui. Ouais, mais on a parfois du mal à le trouver, c'est ça le problème. Je voudrais vous poser une question très concrète, parce qu'elle concerne, elle est un élément d'exaspération parfois pour l'agriculture, et là elle concerne l'organisation même interne de l'Europe. C'est-à-dire que on a créé un grand marché, mais en même temps, il y a une concurrence fiscale, il y a une concurrence sociale, il y a une concurrence salariale, y compris d'ailleurs entre la France et l'Allemagne. On l'a vu dans ces histoires d'abattoirs, avec des gens qui sont payés 4 € de l'heure et un SMIC chez nous qui est à 10 €. Voilà. Alors, est-ce que on ne se tire pas une balle dans le pied en avançant dans une Europe qui ne règle pas ces questions-là et qui refuse de les régler parce qu'il n'y aura jamais un accord entre les 28 là-dessus ? 2 ou 3 éléments de réponse. Le premier, c'est que d'abord, l'Union européenne n'a pas la capacité juridique pour intervenir dans tous les domaines que vous mentionnez. Généralement, ce sont les États membres qui continuent de conserver ces prérogatives et ces pouvoirs. Dans le domaine de la fiscalité, jusqu'à présent, ça a été une des chasses gardées systématiques de toutes les administrations nationales en disant on ne va surtout pas transférer la capacité d'avoir une fiscalité européenne à Bruxelles parce qu'on nous imposerait un certain nombre de choses dont nous ne voulons pas. Les Irlandais sont les premiers à considérer qu'ils n'ont pas beaucoup d'autre chose que éventuellement jouer sur un taux de fiscalité un petit peu moindre sur les bénéfices des entreprises, permettant ainsi d'attirer les entreprises sur leur île, etc., etc. Donc ce que vous mentionnez, c'est finalement on est au milieu du gué, et ça on en parlait aussi en termes de perception de l'opinion publique. On a fait l'Europe, mais pas suffisamment. On est à la croisée des chemins. Revenir en arrière, je ne pense pas que ça soit très utile, et ça serait même se tirer une balle dans le pied. Donc il faut aller au-delà. Alors il y a différentes options possibles. Il y a le modèle fédéral, mais qui est très difficile à imaginer, et les opinions publiques ne sont absolument pas prêtes. Il y a le modèle britannique,
qui est actuellement, les Britanniques sont en train de renégocier une partie, ou souhaiteraient renégocier une partie de ce qu'ils ont déjà accepté, et donc ils ne voudraient que le marché intérieur et renationaliser la plupart des autres politiques. Et face à ça, il y a un chemin, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité, comme on a fait actuellement, à savoir, il y a une crise, on fait un petit saut fédéral, où on prend des mesures d'intégration, l'union bancaire par exemple, pour éviter que la zone euro se retrouve dans la même situation qu'avant la crise, ou que pour favoriser la crise. On solutionne le problème immédiatement, et ensuite on fait une pause, on arrête, parce qu'on n'a pas envie de continuer à transférer de la souveraineté, ou en tout cas de continuer à partager sa souveraineté avec nos partenaires européens. L'autre solution, ça serait quand même d'avoir une ambition un peu plus grande et de considérer, comme Jean-Dominique Giuliani l'a dit, c'est que l'Europe a une chance, est un acteur mondial de poids, respecté avec ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire une puissance réelle, capable de jouer son rôle, par exemple, même face à l'Ukraine ou face à la Russie, quand il va s'agir d'électricité, de gaz et d'énergie. L'Europe, grâce au service de la compétition, de la concurrence, pourra éventuellement jouer un rôle plus important face à la Russie, ce qui n'est pas le cas, par exemple, simplement d'une défense européenne qui ne serait pas suffisante. On va y venir. Une question Twitter. Face à l'Europe, un ministre de l'Agriculture en France est-il encore nécessaire, Yves Madre? Sauf à vouloir confier les clés des 28 États membres à l'Europe, mais à qui? À la Commission européenne, au Parlement européen. Ouais. L'Europe, si on veut que ça fonctionne, il faut que ce soit une démocratie. Dans une démocratie, en France, on a un gouvernement, on a un Sénat, on a une Assemblée nationale. C'est la même chose en Europe. Il nous faut la Commission qui propose, qui assure, et c'est ce qu'on a vu dans les négociations passées, qui assure qu'on va arriver à quelque chose d'équilibré pour les 28 États membres. On est 28, mais il nous faut absolument la représentation des 28 États membres. D'un côté, les ministres, les conseils des ministres, et de l'autre côté, la représentation des citoyens, le Parlement européen. C'est quand même une construction très compliquée. Il y a eu beaucoup de critiques contre la Commission, sa faiblesse. Peut-être que derrière cela... Son absence à des moments stratégiques, y compris la crise dite de l'euro, où c'est pas la Commission qui a fait avancer les choses, ce sont plutôt les gouvernements. C'est l'intergouvernemental qui a... Peut-être que c'est ce que mon voisin disait tout à l'heure. Est-ce qu'il ne nous faut pas une Europe à la fois plus politique et plus concrète? Est-ce que c'est pas ça la voie? Je peux rajouter juste une chose. La Commission ne décide pas. Il faut que les Français, enfin que nous soyons conscients de cette chose-là. La Commission ne décide pas. Ce sont les États membres qui, au sein des différents conseils, alors à la fois d'abord au Conseil européen, ensuite au sein du Conseil des ministres, en fonction des secteurs, qui eux prennent les décisions. La Commission, elle propose et elle veille à l'application ensuite. Mais il faut aussi que nous, en termes de langage, nous faisons attention à ne pas donner l'impression que systématiquement c'est Bruxelles ou c'est la Commission qui décide. La Commission, elle ne fait que proposer. Le pouvoir reste bien souvent, et parfois c'est même ça le problème, reste au sein des États membres. Oui. Jean-Dominique Giuliani, vous nous avez exprimé votre colère contre la colère anti-européenne ou le déclinisme, mais qu'est-ce qu'on fait pour résoudre les problèmes très concrets? Je parlais de la concurrence salariale, par exemple, les fraises françaises et les fraises espagnoles, enfin, tous ces problèmes au quotidien qui semblent que dans ce marché ouvert, on se tire une balle dans le pied. Parce que vous pensez que si le marché était que national, on se tirerait une balle dans le pied, on n'aurait même plus de pied, même plus de balles, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, tout n'est pas parfait. Bien sûr, l'Europe est diverse. Mais on a intérêt à jouer la dimension continentale et petit à petit à l'organiser. Tout n'est pas parfait, il y a des erreurs dans la pratique institutionnelle qui vont, à mon avis, un peu changer. Enfin, moi, pour être très franc, j'ai vu le commissaire européen, je l'aimerais bien l'avoir comme ministre national à Paris, hein. Pour l'agriculture. Qui peut remplacer l'actuel ministre? À mon avis, il ferait mieux. Hein. Enfin, bon, ça, c'est mon avis personnel. Hein. On transmettra à qui de droit, mais il paraît qu'il va y avoir un remaniement bientôt. Donc voilà, donc il va y avoir un remaniement la semaine prochaine, donc c'est parfait, on a un candidat de plus. Non. Il est parfaitement bilingue, mais je ne sais pas s'il a la double nationalité. Bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr qu'il y a des problèmes. On voit bien aussi qu'on est au milieu du gué, que
c'est vrai que c'est un peu, ça nous paraît technocratique, pas très démocratique, mais enfin, là aussi, la technocratie européenne, la Commission européenne, c'est autant de fonctionnaires, un peu moins de fonctionnaires qu'à la mairie de Paris, n'est-ce pas? C'est-à-dire 50 000. Donc évidemment, on a encore des petits progrès à faire en France plutôt qu'à Bruxelles, n'est-ce pas? Donc, oui, il faut dire les choses comme elles sont, hein. C'est entendu. Eh oui, donc c'est pareil, vous comprenez, on entend dans la campagne qui s'annonce, je l'entends déjà, des critiques sur l'euro, en disant l'euro est trop cher. Alors évidemment, pour des exportateurs, la monnaie est toujours un peu trop chère. L'euro fort. Et on n'a pas d'instrument, semble-t-il, en Europe. La Banque Centrale Européenne dit c'est pas mon boulot. Mais alors moi j'ai fait des comptes un peu différemment, n'est-ce pas? D'abord, tous les jours, il faut savoir que la France est un pays déficitaire. Heureusement qu'elle a l'agriculture, pour que son déficit ne soit pas trop élevé. Mais chaque jour, nous importons 150 millions d'euros de plus que ce que nous exportons. Chaque jour. Et donc, quand on est un pays déficitaire, on a vraiment intérêt à avoir une monnaie forte. Parce que je prends un exemple. J'ai regardé les comptes. Dans le secteur agricole, chaque année, vous utilisez pour 5 milliards d'énergie. 5 milliards d'énergie majoritairement importée. Bon, si l'euro est dévalué de 10%, comme je l'entends ici ou là, y compris chez des agriculteurs qui se disent notre marché de demain c'est le marché mondial, et avec un euro à 1,40. Mais pour l'instant, 2 tiers des exportations agricoles se font en Europe. Et seulement 1 tiers se fait à l'extérieur. Alors moi je veux bien reconnaître que la monnaie est un peu forte pour exporter, ça peut poser des problèmes. Mais les 5 milliards d'importations d'énergie dont vous avez besoin pour faire des inputs dans votre production agricole, 10% sur l'euro, c'est 5 milliards et demi tout de suite. 20% sur l'euro, c'est plus de 6 milliards. Ça veut dire qu'à la pompe, le super, il ne devrait pas être à 1,50 €, c'est-à-dire les 10 francs de jadis. Il devrait d'ores et déjà, si l'euro était au niveau où le franc aurait été, nous serions à 20 francs le litre de super. Aujourd'hui, quel était le prix de la baguette lorsqu'on a introduit l'euro? Est-ce que vous vous en souvenez? Je vous pose la question. Moi, j'aurais dit 4 francs, oui. Il était 4 francs. La plupart des Français croient que c'est 1 franc. C'était 4 francs. Ouais, ça a été 1 franc, mais il y a 4 francs bien 40. avant. 4 francs 40 en moyenne, selon le bulletin de l'INSEE. Donc vous voyez que l'euro nous a protégés de la hausse des prix. C'est vrai qu'on a changé d'échelle et que c'est une monnaie continentale, l'économie plus un peu de riche. désaccord, mais vous allez vous exprimer. Mais oui, les chiffres sont là. Allez-y, allez-y. Et donc c'est vrai qu'on a changé d'échelle, c'est vrai qu'on n'a pas un billet d'1 €. Mais c'est vrai aussi que, par exemple, j'ai un chiffre que j'ai pour vous, entre 2002 et 2007, le prix, version 2002, du baril de pétrole a augmenté de 380% en dollars et de 180% en euros. C'est-à-dire que 50% de la hausse du pétrole contre laquelle on n'a rien on peut rien, elle a été avalée par l'euro. Donc vous voyez, il n'y a pas que des effets négatifs. Et quand on sait que dans un produit exporté, en moyenne, et ce n'est pas toujours vrai selon les productions, 40% de la valeur du produit exporté dépend de produits importés qui sont des inputs, on s'aperçoit que les choses sont plus compliquées que prévu. Tout ça pour dire que nous avons intérêt à avoir une monnaie forte et solide. Et ça ne peut se faire que dans la durée. C'est vrai qu'elle peut être un peu surévaluée, notamment pour l'économie française, notamment pour certains secteurs. On entend le patron d'Airbus régulièrement se plaindre. Ça ne l'a pas empêché de devenir le premier producteur du monde, n'est-ce pas? Donc c'est pas si terrible. Signé avec les Chinois, pas plus tard qu'hier. Et donc nous avons intérêt à une monnaie forte et solide. Moi, je me souviens, le XXe siècle, 17 dévaluations du franc. Ah oui, alors de temps en temps, c'est pratique. Mais une dévaluation, c'est de l'argent qu'on prend dans la poche des gens et qu'on prend sur leur pouvoir d'achat. Et quand on est plus importateur qu'exportateur, une dévaluation, c'est pire qu'une baisse des salaires et qu'une baisse des revenus. Et donc, nous avons intérêt à avoir une monnaie forte et solide. Est-ce qu'il faut un pilotage de la monnaie ou laisser le marché faire? Déjà pilotée. Elle est déjà pilotée. Elle pourrait l'être encore mieux.
Elle le sera encore mieux si l'économie française se redresse un peu et peut tenir tête à l'économie allemande, par exemple. Bien, je ne sais pas si quelqu'un sur l'euro voulait ajouter quelque chose. Sinon, il y a Monsieur Lamassoure, je le vois dans l'ombre au premier rang, mais je l'ai reconnu, qui souhaitait s'exprimer. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle? Ce sera quand même plus facile. Micro. D'ailleurs, ça va être utile pour l'ensemble des questions. Voilà, c'est François Lafont qui vous le donne. Alain Lamassoure. Merci. Deux remarques. Alain Lamassoure, député européen. Ouais. Une remarque sur l'euro, une remarque sur le monstre bureaucratique que vous avez évoqué tout à l'heure. Sur l'euro, bien comprendre que nous sommes les seuls en Europe à nous plaindre du niveau de l'euro. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a 18 pays membres de la zone euro, nous sommes les seuls, avec les Belges, à avoir un commerce déficitaire. Tous nos autres partenaires sont en excédent. Bien sûr les Allemands, bien sûr l'Europe du Nord, mais maintenant les Espagnols voisins d'ici, qui sont en excédent pour la première fois depuis leur entrée dans l'Union européenne, mais les Portugais, mais les Grecs, mais les Irlandais, parce qu'ils ont fait les efforts que nous n'avons toujours pas fait. Mais ils sont ajustés sur les salaires, les Espagnols, les Portugais, les Italiens. Oui, mais le résultat, c'est qu'ils ont maintenant une économie qui est redevenue compétitive, et on est quand même un peu gonflés, nous Français, lorsque, vous l'avez suggéré tout à l'heure, si les Allemands sont trop forts, c'est eux qui nous créent des problèmes. Nom d'un chien, quand on est un championnat du monde de foot, ou ici plutôt de rugby, on ne va pas reprocher aux vainqueurs du championnat d'être meilleurs que nous, en disant c'est sa faute si on n'est pas bon. J'ajoute que, alors on dit l'Europe est naïve, elle n'a pas une véritable politique monétaire extérieure, tandis que les Américains, ils sont beaucoup plus intelligents que nous, ils n'hésitent pas à baisser le dollar. Moyennant quoi, les Américains ont un déficit commercial de 300 milliards de dollars, alors que la zone euro a un excédent commercial de 200 milliards de dollars. Et que, comme le rappelait tout à l'heure Jean-Dominique Giuliani, nous avons vendu l'an dernier 1503 Airbus, dont la moitié sont fabriqués en France, alors que Boeing n'a pas vendu la moitié de cette somme, avec un dollar qui s'est effondré. Donc, réalisons en fait que nous, Français, nous ne pouvons pas attendre de l'Europe, c'est-à-dire de nos amis et partenaires européens, qu'ils fassent les efforts que nous n'avons pas faits, qu'ils fassent à notre place les efforts que nous n'avons pas faits. Ils ont fait les efforts, ils sortent de la crise, nous devons maintenant faire ces efforts pour sortir de la crise. Deuxième remarque, sur le monstre bureaucratique. Oui. Et comme Jean-Dominique Giuliani... Les 50 000 fonctionnaires. Oui, mais c'est pas ça. C'est... alors l'Europe a décidé, est-ce qu'une Europe bureaucratique peut faire rêver? Mais nom d'un chien, qui décide en Europe? J'ai eu l'honneur, pendant 4 ans, de représenter la France au Conseil des ministres européens, dans 2 fonctions différentes. J'ai été ministre des Affaires européennes, j'ai été ministre du Budget. Quand j'ai voulu faire le bilan de mon action, je me suis rendu compte que je n'avais pas, en 4 ans, je n'ai pas perdu un seul vote à Bruxelles. Et je me suis dit, nom d'un chien, j'étais un type très fort. Et puis, du coup, j'ai regardé ce qui s'était passé pour mon prédécesseur. J'ai vu que mon prédécesseur n'avait pas perdu un seul vote à Bruxelles. Je me suis dit, tiens, on était 2 types très forts. Puis j'ai regardé mon successeur. Mon successeur n'a pas perdu un seul vote à Bruxelles. Alors je suis devenu beaucoup plus modeste. Mais j'ai réalisé, en poursuivant cette étude que n'importe lequel d'entre vous peut faire, que depuis la signature du traité de Rome, il n'y a pas une décision qui se soit prise à Bruxelles sans l'accord du gouvernement français de l'époque. C'est la politique qui décide. Ça n'est pas la Commission européenne. La politique agricole commune, jusqu'à ces dernières années, c'était les ministres de l'Agriculture. Et chaque fois, le ministre de l'Agriculture français a donné son accord. Et depuis le traité de Lisbonne, c'est les ministres de l'Agriculture plus le Parlement européen. Et grâce notamment à nos excellents rapporteurs au Parlement européen et notre collègue Michel Dantin, parmi beaucoup d'autres, le président
Belin faisait l'autre jour son éloge, nous avons obtenu, non pas les 100% de ce que nous souhaitions, il y a beaucoup d'inconvénients, beaucoup de défauts qui ont été rappelés tout à l'heure, mais en gros, c'est la vision française qui l'emporte. Alors, à plus forte raison, quand c'est le Conseil européen qui se réunit. Tout à l'heure, vous critiquiez, quelqu'un critiquait ces 20 conseils de la dernière chance, quelle image de l'Europe. Mais le Conseil européen, c'est qui? C'est pas une bureaucratie, c'est nos grands dirigeants. Et qui décident toujours à l'unanimité. Donc, chaque fois que le Conseil européen prend une décision, cette décision a été acceptée par le président de la République française, l'actuel ou ses prédécesseurs. Et là, ce qui se passe, c'est que comme pour l'instant, il n'y a pas d'autorité politique élue par les Européens pour incarner l'Europe, les commissaires européens sont des fonctionnaires. Le président de la Commission européenne est choisi comme un haut fonctionnaire par un accord entre les gouvernements, comme le secrétaire général de l'ONU. Il n'est pas élu par les citoyens. Bien, il est très facile pour chaque chef d'État et de gouvernement ou pour chaque ministre sorti d'un Conseil européen de raconter n'importe quoi. Si la décision qui a été prise dans le secret est une décision spontanément populaire chez lui, il dit « c'est grâce à moi, c'est grâce à la France, nous avons sauvé l'agriculture, nous avons sauvé l'euro, nous avons sauvé l'Europe ». Si la décision qu'il a acceptée dans le secret, parfois même qu'il a suggérée dans le secret en disant à nos partenaires « obligez-moi à faire ça parce que moi je ne suis pas capable de le faire accepter par ma majorité parlementaire chez moi », il sort de là en disant « je me suis battu comme un lion, j'ai obtenu que la décision ne s'applique qu'en 2027 à une partie du territoire, etc. Mais j'ai dû céder à la bureaucratie technocratique, à une majorité conservatrice ou socialiste, ou etc. » Et donc, ne soyons pas dupes. L'Europe n'est pas une machine bureaucratique. L'Europe est entièrement politique. Et la grande nouvelle, et c'est le représentant de Terra Nova l'expliquait tout à l'heure, mais je vais aller plus loin que lui. La grande Europa nouvelle... Nova. Pardon? Europa Nova. Mais Europa Nova. c'est presque pareil, non? Europa Nova, pardon. Excusez-moi. La grande nouvelle, il l'a très bien expliqué, c'est que désormais, il y aura un Monsieur Europe. Il y aura quelqu'un qui incarnera l'Europe, qui pourra parler au nom de l'Europe, non pas parce qu'il est nommé, mais parce qu'il est élu. Par qui? Par vous toutes et vous tous. Par nous toutes et nous tous. Parce que le traité de Lisbonne, qui s'appliquera dans cette disposition pour la première fois, prévoit que le président de la Commission européenne, donc du pouvoir exécutif, l'équivalent du gouvernement européen, sera désormais élu par le Parlement au lendemain de l'élection du Parlement. Tous les partis politiques européens s'y sont adaptés. Les socialistes ont été les premiers à le comprendre. Dès le mois de novembre, ils ont désigné Martin Schulz, social-démocrate allemand, comme leur candidat. Ce qui fait que si les socialistes gagnent les élections européennes, c'est Martin Schulz qui va devenir président de la Commission européenne. Martin Schulz est en campagne, il est d'ailleurs en France tous les 15 jours, et c'est très bien. Et du coup, les autres partis ont fait de même, les centristes avec Guy Verhofstadt, les Verts avec les moustaches de José Bové, complétés... Oh, donc, elles sont belles. Complété par le charme... Il n'est pas choisi ici comme président de la Commission. On va voir, peut-être que... Complété par le charme de Madame Zoé Keller. Et puis, notre famille politique, le PPE, il y a quelques jours, a choisi l'ancien Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker. Ces candidats, nous allons leur demander de faire campagne dans les 28 pays. Faisant campagne dans les 28 pays, il faudra qu'ils parlent. Parlant, il faudra qu'ils disent la même chose dans les 28 pays. Et donc, nous sommes obligés par famille politique, les socialistes, nous à droite le PPE, les centristes, les Verts, d'avoir des éléments de programme commun, y compris sur la politique agricole commune et son application. Et les grands médias, qui jusque-là ne s'intéressent jamais à l'Europe, sont en train de se mettre d'accord pour organiser un débat, un face-à-face entre ces grands candidats. Et je vous annonce que dès maintenant, il y aura au moins le 15 mai
un débat, il y en aura probablement d'autres. Nous allons tous regarder et les citoyens européens vont comprendre que pour la première fois, les élections européennes ont un véritable enjeu politique, le seul enjeu qui vaille en démocratie, c'est-à-dire le choix de la personne qui va proposer les grandes orientations politiques, en l'espèce de l'Europe. Ils feront ce choix sur la base de la qualité des personnes qui apparaîtra à l'écran, ça sera essentiellement une campagne télévisée, et naturellement de la qualité des programmes. Et grâce à cela, nous aurons, au milieu de cette année, une personnalité forte de la légitimité donnée par le vote de 500 millions de citoyens européens. Et qui pourra parler d'égal à égal avec la chancelière allemande, avec le président français, avec le Premier ministre britannique. Donc vous nous dites qu'il y a un progrès démocratique assez considérable dans la représentation. Qui va faire de l'Europe une démocratie ordinaire, avec non seulement des législateurs élus par les citoyens européens, mais un chef des pouvoirs exécutifs élu par les citoyens. Le slogan cette année, c'est « Citoyens, prenez le pouvoir en Europe ». Merci Alain Lamassoure, un prolongement de François Lafont, puis j'ai quelques questions qui nous arrivent sur Twitter, puis je voudrais qu'on aborde quelques points qu'on n'a pas encore abordés dans le débat. Vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais, je voulais simplement ajouter aussi, Monsieur le Président Lamassoure ne l'a pas mentionné, mais c'est vrai que la chose européenne est quand même compliquée. Et donc il faut accepter cette complexité et la complexification des processus. Aussi, on peut accepter la complexité quand on regarde comment est organisée l'administration française. Elle est quand même d'une complexité aussi redoutable, ne serait-ce que ces échelons de collectivités locales. Donc ce qu'on accepte en France, acceptons-le en Europe. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais il faut simplement que l'on explique cela. Parce que même au sein du Parlement européen, il n'a pas voulu le mentionner, mais même en politisant en quelque sorte, ce qui va se passer, le Parlement européen fonctionne par coalition. C'est pas comme à l'Assemblée nationale en France. C'est-à-dire que ce sont des gens que vous élisez qui ensuite chercheront systématiquement, parce qu'il n'y a pas de majorité, chercheront systématiquement de trouver des accords pour le bien de l'ensemble. Et qui transcendent d'ailleurs parfois les clivages droite-gauche, puisqu'on nous parlait tout à l'heure d'Europe de droite, d'Europe de gauche. Au Parlement, c'est plus complexe que ça. C'est pour ça que c'est utile de le dire, c'est que nous avons affaire à des gens qui font de la politique dans le sens noble du terme et pas dans le sens partisan du terme. Ce que parfois on a tendance à oublier à Paris. Pour se comprendre à Bruxelles, ne faut-il pas continuer à avoir la langue française comme langue officielle européenne? C'est une question qui nous arrive. Yves Mardre, non? Elle l'est. Moi, c'est ce que je pensais. Oui, elle le demeure. Elle l'est. C'est une des trois langues officielles. Et elle le demeure. Et elle le demeure. Il n'y a pas de remise en cause de ça. Et dans le secteur agricole, je crois qu'elle le demeure plus que jamais. D'ailleurs, ça a progressé ces dernières années. La construction européenne a été l'affaire des dirigeants. L'identité européenne doit-elle être l'affaire des peuples? Je pense qu'Alain Lamassoure a peut-être répondu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Dominique Giuliani. On a un vrai... Encore du chemin à faire, bien sûr, parce que nos États sont anciens, nos nations sont séculaires, parfois millénaires, et que donc nous y tenons, elles appartiennent et font partie de notre identité, et créer une identité européenne est très difficile, surtout quand on est un peu faible à l'égard de l'extérieur. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec la crise russe, la crise ukrainienne, on voit qu'on n'a pas tous le même point de vue, et donc ça aussi... C'est quelque chose qui... Est-ce que l'Europe a été à la hauteur de cette crise ou est-ce qu'elle n'a pas fait des promesses qu'elle n'est pas en mesure de tenir? Ce qui a d'une certaine façon, ce serait un peu grossir le trait, précipité une partie de l'Ukraine dans les bras de Poutine, mais donner de faux espoirs, on va dire. Écoutez, il faut pas être cynique dans cette affaire. Je connais bien l'Ukraine. L'Ukraine en avait marre de ce régime de voleurs et de kleptocrates qui mettait le pays en coupe réglée, alors que c'est un pays très riche, vous le savez, sur le plan agricole, notamment, avec ces terres noires, qui pourraient, dit-on, nourrir une grande partie de l'Europe, mais aussi avec une industrie. Et tout ça a été confisqué au moment de la chute de l'URSS par quelques-uns, de manière encore plus scandaleuse qu'en Russie. Et donc le peuple s'est soulevé, c'est une révolution. Et l'Union européenne, que pouvait-elle faire? C'est pas vrai, elle n'a pas mis de l'eau sur le feu, c'est pas vrai, elle n'a pas fomenté la révolution à Kiev. Elle a tendu la main et elle est tellement attirante que les drapeaux européens dans les rues de Kiev manifestaient le souci d'avoir l'état de droit dont nous bénéficions
dont nous bénéficions parfois sans nous rendre compte de l'immense privilège que nous avons. Alors, c'est ça, c'est la main tendue de l'Union européenne, et c'est notre pouvoir d'attraction qui a entraîné les Ukrainiens à se révolter. Et on a eu en face une réaction russe qui est une réaction totalement archaïque, la réaction de la force contre le droit. Et la Russie a violé pratiquement tous les traités qu'elle a signés jusqu'à la charte de l'ONU. Et donc, que pouvons-nous faire? On n'avait pas déclaré la guerre. Donc, ce qu'on a fait, c'est une réponse pour l'instant intelligente, à la fois garder un dialogue ouvert, mais montrer quand même les dents. C'est comme ça qu'on retrouve son identité. Ce sera long. Derrière cela, il y a une autre question qui m'arrive pour tout à l'heure, mais qu'on n'avait pas abordée, et je la trouve intéressante. Vous pouvez aussi lever la main dans la salle si vous le souhaitez, mais l'Europe jusqu'où? Ukraine, Maghreb, Turquie, l'élargissement ou l'approfondissement, ça c'est une véritable question, et notamment pour des domaines comme celui de l'agriculture. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'il ne faut pas dire stop? On est 28, on a déjà du mal à s'y retrouver, quoi qu'il arrive, on arrête. Jérôme. Alors, si on interroge les Français, la réponse elle est très claire là-dessus. La Turquie, c'est moins de 15% de Français qui souhaitent l'entrée de la Turquie en Europe. Ça a beaucoup baissé depuis une dizaine d'années, hein, donc ça n'a pas tout le temps été comme ça. Et justement, on a posé aussi la question il y a peu sur l'Ukraine. On est à 35% de Français qui seraient favorables, donc c'est un peu plus, mais c'est quand même pas ça. Alors après, là où c'est intéressant, c'est que la réponse n'est pas forcément unanime dans tous les pays européens. Et on peut avoir des résultats qui sont un peu surprenants. Par exemple, on s'aperçoit qu'en Espagne et en Italie, eh bien, il y aurait une majorité d'Espagnols et d'Italiens qui seraient favorables à l'entrée de la Turquie, par exemple. Hein, donc c'est pas forcément acquis. Parmi les opposants dans le débat, les opposants de la Turquie, certains pensent ou indiquent que voilà, c'est un pays musulman, donc il y a des racines chrétiennes en Europe. Bon, l'Espagne et l'Italie sont deux pays à forte identité catholique. Eux, il y a une majorité aujourd'hui pour l'entrée de la Turquie. On a dit aussi, c'est les pays qui vont le plus mal, qui ne veulent pas qu'on charge encore la barque. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que les Allemands et les Français sont plus hostiles à l'entrée de la Turquie que le sont les Espagnols et les Italiens, qui vont moins bien. Hein, donc on voit que les choses peuvent varier selon les pays et selon les périodes. Mais pour revenir à votre question sur stop ou encore, on s'aperçoit rétrospectivement, en tout cas aux yeux de l'opinion publique, en tout cas, que les élargissements successifs ont peut-être été gérés de manière trop rapide et qu'ils ont, d'une part, instauré de la complexité, parce qu'il est plus compliqué de se mettre d'accord à 28 qu'à 15, on imagine par définition, et deuxièmement, parce que aussi, on a introduit ou renforcé encore les disparités de niveau de vie au sein même de l'Union européenne, à tel point que, vous savez que la votation suisse sur l'entrée des ressortissants européens a fait couler beaucoup d'encre. Hein. Ouais. C'est aussi une spécialité française. On regarde toujours ce qui ne va pas chez le voisin. Nous, à l'IFOP, on a posé la question aux Français 1 ou 2 semaines après en disant, voilà, en gros, c'est comme si en France, on remettait en cause Schengen. Donc on explique bien ce que c'est Schengen. On dit, voilà, c'est libre circulation au sein de l'Union européenne pour les ressortissants européens. La réponse, c'est 60% de Français qui sont favorables à une remise en cause des accords de Schengen qui sont un des fondements de la construction européenne. Donc, à force de ne pas expliquer, hein, parce que le propos de M. Lamassoure était, je pense, très très limpide et très très didactique, eh bien, à force de ne pas suffisamment expliquer, vous avez aujourd'hui des blocages ou des positions dans l'opinion qui deviennent ultra majoritaires et qui peuvent, à terme, éventuellement gripper tout nouveau progrès. Ouais. Nos politiques sont les plus mauvais VRP de l'Europe en l'accusant de tous les maux. Voilà, ça c'est une remarque qui nous arrive sur Twitter. Comme il nous reste que 5 minutes, s'il y a une question dans la salle, levez bien la main que je vous vois, s'il y a quelqu'un qui veut réagir. J'en vois pas pour l'instant. Faites, manifestez-vous, n'hésitez pas. Jean-Dominique Giuliani, on n'a pas abordé non plus ce couple franco-allemand. Il existe encore? Est-ce qu'il doit encore être le moteur de l'Europe? Ou est-ce qu'à 28, justement, on est plus dans une Europe, comme on dit au niveau mondial, multilatérale? Ah, il est indispensable, même s'il n'est pas suffisant. Et il paraît un petit peu grippé, là, ou en tout cas avoir un petit peu du mal à se parler et à s'entendre. Et il est grippé. Il est grippé, c'est très préoccupant. D'abord parce qu'il y a un décrochage entre la France et l'Allemagne. Et ensuite parce qu'il n'y a pas une claire conscience, comme il y a pu y avoir
dans d'autres périodes de notre histoire, de l'importance de ce couple franco-allemand et de son engagement pour faire progresser l'Union européenne. Il y a au contraire dans le passé que des contre-exemples. Le contre-exemple du traité de Nice, où la France et l'Allemagne n'étaient pas sur la même longueur d'onde, et où nous avons perdu un commissaire, perdu du poids dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous sommes un peu dans cette situation. Il y a une urgence absolue à retrouver avec nos partenaires allemands, non pas un accord sur tout, mais comme un grand pratiquant de la relation franco-allemande le dit, c'est Giscard d'Estaing, il faut avoir avec l'Allemagne une intimité politique, c'est-à-dire qu'on doit parler de tout. Et bien sûr, on n'est jamais d'accord, pour la plupart du temps, sur les choses avant d'en avoir parlé. Et donc, il faut être intime pour pouvoir se parler de tout, pour essayer de déminer et essayer d'avoir une ou deux idées concrètes pour que l'Europe arrête de faire du surplace et qu'elle avance. Et quand la France et l'Allemagne sont d'accord sur un compromis, généralement, nos autres partenaires le sont aussi. Il y a là une urgence. Alors, nos politiques sont les plus mauvais VRP de l'Europe en l'accusant de tous les maux. Ça rejoint ce que disait M. Lamassoure. Autre remarque, les États membres, c'est aussi dans le même sens, se cachent souvent derrière l'Europe pour rajouter des réglementations supplémentaires. Ça, c'est l'histoire de l'échelle des 80 cm, si j'ai bien compris, qui n'est pas, pour une fois, une réglementation européenne. Enfin, je dis pour on rajoute parfois de l'excès de zèle national. Hein, c'est bien ça, Yves Mal. Les politiques européennes doivent être jugées pour ce qu'elles sont. Réellement et uniquement pour ce qu'elles sont. S'il y a des politiques nationales qui viennent se rajouter, elles doivent être mentionnées comme nationales. Voilà, et pas les faire passer pour... Voilà, et c'est à cette aune-là qu'on pourra juger l'Europe. Est-ce que l'Europe est simple, compliquée, casquée, technocratique ou pas? Je voudrais pour conclure, on imagine le scénario d'Alain Lamassoure, c'est-à-dire que nous sommes le 15 mai, ce débat télévisé qui va avoir lieu entre les candidats à la présidence de la Commission, et vous êtes chacun candidat. On imagine la conclusion de ce débat, vous avez 1 minute chacun pour me convaincre, éventuellement qu'il faut voter dans votre sens, mais surtout qu'il faut avoir confiance en l'Europe, confiance en l'avenir, et me faire voir comment elle pourra être dans les 6 ans à venir, qu'est-ce qui va changer dans ma vie, qu'est-ce qui va s'améliorer, puisque vous voulez donner un message de confiance, et qu'il a été dit d'ailleurs dans nos tweets qu'il faudrait remettre le mot confiance en tête des objectifs de l'Europe. Alors, nous sommes à la conclusion de ce débat décisif qui va décider les électeurs, et notamment ceux qui sont dans cette salle, à venir voter et à choisir leur candidat. Essayez de me convaincre. En 1 minute chacun. Qui veut commencer? Plaidoyer. Voilà. On est le 15 mai, il faut convaincre qu'il faut voter pour vous et surtout pour l'Europe. Ouais, François Lafont. Alors, je sais que ça va être compliqué, mais qu'on n'a pas d'alternative. Donc il faut construire cette Europe. Pas pour nous, mais pour nos enfants. D'abord parce que face à des géants comme la Chine, l'Inde, la Russie, qui malgré ses faiblesses économiques continuent à terroriser ses voisins, et les États-Unis, un pays comme la France de 65 millions ou même un pays comme l'Allemagne de 80, qui est en plus en train de baisser démographiquement, ça ne suffira pas. Donc il faut, pour des raisons historiques. Ça n'empêche qu'il va y avoir des sujets dont nous devrons trancher en France et nous devrons accepter cela. Première chose, le budget. Le budget, pour le moment, il a été décidé pour les 7 prochaines années. Il faudra faire avec. Ça sera difficile aussi de revenir sur le traité de Lisbonne immédiatement. Donc il faut faire un traité constant, c'est-à-dire travailler avec les textes que l'on a actuellement. Mais dans ces conditions-là, la France, avec ses partenaires, a toutes les chances de démontrer que nous sommes capables d'affronter les défis de la mondialisation, en quelque sorte, de façon beaucoup plus solidaire et plus efficace qu'en restant simplement seul. Les déficits publics, c'est effectivement nous qui devons les résoudre, mais ça sera d'autant plus facile qu'on aura mis en place une coordination économique et que nos produits pourront s'exporter davantage. Nos débatteurs aiment l'Europe, ça nous aide à l'aimer aussi, dites-vous sur Twitter. Avant d'élargir, construisons et harmonisons. Ne faut-il pas réaliser une coalition en France sur le thème de l'Europe entre tous les partis avant de défendre les intérêts français? Ça, c'est une ambition européenne. Jérôme Fourquet, vous voulez dire votre conclusion pour qu'on vote pour vous?
et donc pour l'Europe. Je ne sais pas si je dois être partisan dans le débat. Non, juste la question de l'Europe, c'est aussi la question de la mondialisation qui se pose derrière. Et notamment dans une région comme la Bretagne, où il y a une agriculture très importante, qui a connu des tensions sociales très fortes ces derniers mois, il y a des symboles qui sont quand même intéressants. On voit que, certes, il y a la concurrence de production agroalimentaire qui viennent d'autres régions du monde qui ont frappé durement la Bretagne, mais dans le même temps, à Carhaix, en centre-Bretagne, ville du désormais célèbre Christian Troidec, un des leaders des Bonnets Rouges, eh bien, il y a un projet de construction d'une unité supplémentaire, une tour de séchage de lait pour exporter des gros volumes à qualité française en Chine. Et donc on voit bien que, y compris dans une région comme la Bretagne, où des difficultés graves peuvent se produire et il y a des problèmes à régler, eh bien la mondialisation, l'ouverture n'est pas forcément toujours à sens unique et source soit d'affaiblissement, soit de difficultés supplémentaires. Ça peut être aussi des opportunités. Et j'ai vu qu'en un an, on a monté notre système d'exportation de la charcuterie française en Chine. Ça a été signé hier. Voilà, donc opportunité. Un mot, parce que c'est arrivé sur Twitter, après je vous laisserai. Jean-Dominique Giuliani, c'était hier à Bruxelles. Obama s'est déplacé pour parler des négociations traité de libre-échange États-Unis-Europe. Il faut y aller vers ce traité, risque ou opportunité. Risque de voir les poulets chlorés et le bœuf aux hormones arriver en France pour la préservation de notre qualité, de notre compétitivité, ça va être difficile. Ou opportunité d'une mondialisation qui nous permet d'aller conquérir de nouveaux marchés. Un mot juste là-dessus, parce qu'il y a eu la question, on n'a pas répondu. Oui, bien sûr. Ça, c'est l'actualité immédiate. Bien et sûr. Obama, il tient à ce traité, mais est-ce que c'est dans notre intérêt d'y aller? Bien sûr, il faut y aller. Il ne faut pas entendre ceux qui disent n'importe quoi. Il y a des risques, mais d'abord, le Parlement français, après le Parlement européen, et comme tous les parlements nationaux, aura à ratifier ce traité. Et ce ne sera pas, à mon avis, avant 2015. Donc il y aura un débat. Il y a déjà un débat. Deuxièmement, le fait que ce soit la Commission européenne qui négocie avec un mandat précis, sous contrôle quand même des gouvernements nationaux, c'est plutôt une force qu'autre chose. Et donc il ne faut pas écouter ceux qui vous disent « ce va être un arbitrage privé qui va régler le problème entre les grandes multinationales et les États ». Ce n'est pas le cas. Par exemple, l'Australie a conclu un traité de libre-échange avec les États-Unis et refusé cette clause. Donc il n'y a pas de raison de ne pas la refuser. Tout ce que vous dites en matière de normes, etc., je crois qu'Obama l'a dit hier, il a bien compris que c'est un sujet sur lequel l'Europe ne cédera pas. Donc il y a une exception culturelle, on aimerait que parfois il y ait des exceptions agriculturelles. Absolument, et il y a tout à fait intérêt à se battre pour cela. Et je ne vois pas pourquoi, avant que la négociation soit vraiment entamée, on aurait à penser qu'on va la perdre. Moi, je crois qu'on va plutôt la gagner, et sinon, on ne la conclura pas. Allez, 60 secondes pour conclure. Jean-Dominique, quand même, gardez le micro. Pour convaincre qu'on va voter Giuliani aux européennes, président de la Commission. Oui, merci. Comment vous allez changer notre vie? Il n'y a pas de raison que l'Europe fasse rêver à l'extérieur et nous désespère à l'intérieur. Au contraire, ce doit être une raison d'espérer. Quand on regarde le monde d'aujourd'hui, partout, sur tous les continents, les États essaient de s'intégrer sur le plan régional, comme nous l'avons fait il y a maintenant 60 ans. Et si nous l'avons fait dans le secteur agricole, nous l'avons fait parce que les gouvernements et les autorités communautaires ont trouvé des interlocuteurs agricoles, des agriculteurs, des syndicats d'agriculteurs comme la FNSEA, et je ne dis pas ça pour vous flatter, qui ont su ensemble gérer une modernisation de l'agriculture, de notre outil agricole, qui était impensable il y a 40 ans. C'est donc un immense succès dont vous devez être fiers, et comme le disait mon voisin, qui doit servir d'exemple pour d'autres politiques européennes. Ce que nous avons fait en Europe, ce que vous avez fait en matière agricole, c'est un sujet de fierté. Tout n'est pas parfait. 2014 va nous donner l'occasion de corriger ce qui doit l'être, d'essayer d'avancer encore pour faire mieux. C'est l'intérêt
de la France de se réengager en Europe plus fortement qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt de l'Europe. Et comment vous dire, quand je vois ce qui se passe ailleurs, je me dis que c'est aussi l'intérêt du monde entier d'avoir une Europe qui fonctionne et au sein de l'Europe, d'une France européenne sans complexe. Yves Madre, il vous reste 1 minute pour nous convaincre de voter pour vous. Vous m'avez pris le mot. Il faut avoir une vision décomplexée de l'avenir. Et décomplexée de l'avenir avec et grâce à l'Europe. Dans votre secteur, l'Europe, c'est 120 milliards d'exportations. C'est 40% de la balance commerciale européenne. Si on veut être live en puissance économique, en puissance politique demain, c'est l'Europe. C'est la seule réponse. Mais l'Europe, elle se fera uniquement si tout le monde réinvestit l'Europe, si chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, y va. Et la construit jour après jour, qu'on puisse continuer ainsi. Merci beaucoup Yves Madre. La conclusion qui prolonge ce que vous venez de dire, c'est ce tweet qui arrive à l'instant. Les Français croient dans les lendemains qui chantent. Les lendemains chanteront, allez-y, vous pouvez chanter en Europe, avec et grâce aux agriculteurs. Merci à vous tous, on peut vous applaudir. Merci d'avoir essayé, sans angélisme, hein, faut le dire, vous avez été réaliste, de donner malgré tout quelques messages porteurs pour l'avenir. Je vais céder la parole à Xavier Belin. Je crois qu'il y a une petite pause. Vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous accompagner ce matin et que j'ai également une pensée personnelle pour Jean-Michel Lemétayer, que j'ai beaucoup côtoyé professionnellement, qui était un homme particulièrement chaleureux et qui savait justement faire partager à tous, y compris d'ailleurs à notre profession, les journalistes, la passion et la compréhension de son métier au quotidien. Voilà.